J'ai horreur des jardins à la française. Bon, c'est-à-dire la symétrie pénible, les entourages en buis ou je ne sais quoi, ça me fatigue à l'avance. Et là, il y a un jeu très vivant entre, je disais tout à l'heure, entre l'éphémère et l'éternel, c'est un peu un cliché, mais enfin ça existe tout de même. Un jeu très subtil aussi entre les fausses symétries, entre le goût pour l'oblique, l'impair. Et c'est ça qui rend vivant ces jardins autant que le jeu des saisons. Il n'y a rien de figé. J'ai inscrit ça dans une tradition esthétique japonaise. J'ai beaucoup lu de textes sur la peinture, la calligraphie, etc., qui permettent de comprendre les jardins. Mais pas tout de suite. Je les ai d'abord vus sans rien savoir. Puis petit à petit, on a envie que ce savoir alimente la sensation, ou qu'il y ait des allers-retours entre la sensation, l'état mental dans lequel on se trouve, et ce qu'on peut savoir. C'est-à-dire, ça n'est que comme ça que je conçois le savoir. C'est-à-dire, jamais en lui-même. C'est à la fois une vision du monde, très simple souvent, une représentation du monde, et la plupart du temps aussi une représentation du Japon. Parce que c'est très souvent des îlots dans une mer de sable ou de gravier, mais c'est souvent ça. Et puis alors, ce que j'ai appris à aimer aussi au Japon, c'est les pierres. On ne parle pas assez des pierres à propos des jardins. Ces pierres sont admirables, très bien choisies, transportées parfois de loin. Elles ne sont pas mises n'importe comment. Une pierre qui est debout ne doit pas être couchée, enfin, etc., etc. Et oui, il y a des règles, mais des règles très souples en même temps. Et parce qu'il y a des auteurs aussi de ces jardins qui sont souvent calligraphes, peintres, qui ont fait des jardins, sont des artistes complets. Et alors voilà, on a à la fois une vision du monde dans son instabilité et sa permanence, et puis une vision d'art. C'est vraiment ça, un monde qui ressemble au monde, avec tout ce que comporte le verbe ressembler, d'analogie, de similitude et de différence. Il y a toute la marge de l'interprétation. La nature, nous ne la voyons qu'interprétée par nous. Et donc, c'est ce que les Japonais nous démontrent par l'exemple, sans nous mettre de discours sous le nez. Voilà. Ça, c'est très important aussi. La sensation ou la sublimation prime le discours théorique, sur le discours théorique. Mais là n'est pas l'essentiel. C'est quand même un art sans parole. Sinon, la parole intérieure qui se développe magnifiquement dans ce genre de lieu.